Révolution digitale, épisode 49. Hey, this is John Lee Dumas of EO Fire, and you're listening to Révolution Digitale with François Lambert. Each week, François brings you global business leaders sharing the secrets of their success in French. Francophone entrepreneurs, this is for you. Prepare to ignite. Bienvenue sur Révolution Digitale, le podcast des nouveaux entrepreneurs. Get the top tips from leading global entrepreneurs in French. Chaque semaine, nous parlons avec des entrepreneurs qui ont réussi et partageons leur expérience avec vous. Join the Entrepreneur Revolution now and get ready to succeed. Et laissez-vous inspirer avec votre hôte, François-Paul Lambert. Bâtisseurs et bâtisseuses de la nouvelle économie, bien le bonjour. Ici François-Paul Lambert, bienvenue sur Révolution Digitale, le podcast des nouveaux entrepreneurs où je parle chaque semaine avec des entrepreneurs et entrepreneurs inspirantes à travers le monde. Révolution Digitale est diffusée tous les mardis et les jeudis et les comptes rendus détaillés de tous les épisodes sont disponibles sur notre site web révolutiondigitale.fr. Restez avec nous et n'oubliez pas de vous inscrire gratuitement sur notre site web pour rejoindre la tribu digitale et de vous abonner au podcast sur Apple Podcasts, Spotify, Google Play, Stitcher, Deezer ou sur votre service préféré. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Instagram et Facebook. Vous trouverez tous les liens dans les comptes rendus de l'épisode sur notre site internet également. Vous êtes la tribu digitale. Alors sans plus attendre, let's get inspired. Amoureuse de New York depuis son premier jour ici, notre invitée d'aujourd'hui a souhaité entreprendre le projet New York Off-Road afin de partager sa passion pour sa ville d'adoption et susciter la curiosité des visiteurs en découvrant New York autrement. Depuis 2013, son équipe propose d'emmener les touristes francophones hors des lieux touristiques à la découverte du New York des New-Yorkais. Fort de cette expérience, Miami Off-Road voit le jour en juin 2017. Le concept reste le même, proposer des visites guidées en français en découvrant des lieux peu connus de Miami en s'éloignant du tourisme de masse. Tribu Digitale, je suis ravi de recevoir aujourd'hui Élise Goujon. Bonjour Élise. Bonjour François, merci de m'accueillir. Merci à vous d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, est-ce que vous êtes prête à nous inspirer ? Oui, avec plaisir. Génial. Alors Élise, je viens de donner un tout petit résumé à la Tribu Digitale. Est-ce que vous voulez y rajouter quelque chose ? Et avant de parler de vos projets, est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu de votre vie personnelle ? Peut-être une anecdote sur qui vous êtes, quelque chose que l'on ne sait pas sur vous ? Alors, ce qu'on ne sait pas sur moi, c'est peut-être que ça fait déjà plus de 6 ans que je suis à New York et que en fait, je suis complètement tombée amoureuse de cette ville et que c'est par amour pour New York que j'ai fait des pieds et des mains pour être mutée dans cette magnifique ville. Et voilà. Et sinon, d'un point de vue un peu personnel, je suis venue avec mon mari, qui est français également, donc il y a plus de 6 ans. Et je viens d'avoir un tout petit bébé, là, donc je viens de... Félicitations. Je suis heureuse maman, merci, depuis 4 mois. Donc ça change aussi beaucoup de choses et ça change aussi beaucoup l'aventure entrepreneuriale d'ailleurs. C'est un deuxième bébé. Après l'entreprise, c'est mon deuxième bébé. Waouh, après s'être installé à New York, vous avez un petit ou une petite New-Yorkaise alors. Absolument, c'est un petit garçon qui a la chance d'avoir la double nationalité, effectivement, franco-américain. Ah, c'est excellent ça. Et alors, mais pourquoi avoir choisi New York pour vous installer ? Alors, oui, c'était un rêve, mais pourquoi New York en particulier ? En fait, c'est compliqué. Je l'explique pas vraiment. Ça a été un coup de foudre la première fois que j'ai mis les pieds à New York. Donc, j'habitais à Paris à l'époque. C'était il y a plus de 10 ans maintenant, mon premier voyage. J'avais jamais mis les pieds aux US de ma vie. Ça, c'était pas du tout à la base un pied qui m'attire. Donc ça, c'était assez amusant. Et mon entreprise de l'époque, donc je travaillais dans une start-up dans le web à Paris depuis déjà quelques années, ouvre une filiale à New York. Et m'envoie une semaine travailler avec les clients new-yorkais que moi je gérais déjà de Paris en fait. Et je fais une semaine de rendez-vous à New York et j'avais jamais mis les pieds ici. Et quand je suis arrivée, je m'attendais pas du tout à ça. J'étais complètement sous le charme. Ça a mis 2 heures. Au bout de 2 heures, je voulais m'installer dans ce pays, je voulais m'installer dans cette ville. J'étais complètement folle de cette ville. Tout m'a attirée à New York. Tout c'est là. Les gens, c'est surtout, je pense que la gentillesse des gens, la cordialité, et puis surtout en fait le dynamisme. J'ai travaillé tout de suite du coup avec les New-Yorkais et j'ai trouvé que la ville était très dynamique et justement avec une grande ouverture à l'entrepreneuriat et ça m'a tout de suite beaucoup plu. Donc j'ai fait des pieds et des mains pour être mutée d'abord dans cette ville avant de moi-même me lancer dans l'aventure.
Ouais, et d'ailleurs, on va parler plus en détail de votre aventure après. Et cette ville qui n'a maintenant plus de secret pour vous, c'est une ville qui attire beaucoup. On a déjà eu des invités qui viennent de New York. Et alors, est-ce que avant qu'on parle vraiment concrètement de ce que vous faites là-bas, les projets New York Off-Road et Miami Off-Road, est-ce que c'est facile de lancer un business aux USA? Ou en tout cas dans une ville comme New York par rapport à la France, par exemple? Alors, c'est toujours difficile pour moi de comparer, puisqu'en fait, moi, j'ai pas lancé de business en France, hein. Donc, c'est vrai que le seul business que j'ai lancé à ce jour, c'est à New York. Mais je dirais que je pense pas que ce soit très compliqué. Bon, déjà, j'ai réussi. Ça veut bien dire qu'on peut y arriver. Mais surtout, du fait que beaucoup de gens autour de moi créent des business, se mettent à leur compte. Je pense que ça pousse beaucoup et ça rend la chose plus facile. C'est-à-dire que c'est très facile d'y connaître rien et de demander à des amis, des gens qu'on rencontre, comment ça se passe pour eux, comment ils ont fait pour créer une entreprise, est-ce qu'ils ont des contacts d'experts, d'avocats, de comptables, etc. Donc je pense que ça c'est assez facile. Et d'un point de vue administratif, ça va pas sembler très compliqué. Je pense que tout dans cette ville est assez faite pour que justement ce soit assez simple de se lancer à son compte et de créer une entreprise. Oui. Est-ce qu'on vous demande par exemple d'investir, de faire un investissement de départ pour pouvoir lancer une affaire, ou c'est vraiment que du papier? Alors ça dépend. Moi j'ai eu la chance d'avoir un visa de travail qui me permettait de créer l'entreprise. Donc dans ce cas-là, moi j'ai pas eu besoin de faire un investissement de départ et de montrer en gros patte blanche comme beaucoup d'étrangers qui veulent investir aux États-Unis et créer leur business. En revanche, clairement, si quelqu'un veut se lancer à New York ou d'ailleurs aux US et qui n'a pas déjà ce visa de travail, donc ce visa légal pour pouvoir créer une entreprise, il faut effectivement investir, et c'est beaucoup d'argent à investir à la base. Il faut vraiment monter un projet qui tient la route, qui montre qu'on a des investissements de notre côté pour pouvoir créer une entreprise et surtout vivre de cette entreprise pendant quelques années et faire vivre des Américains, qui est quand même le gros de la question en termes de visa à New York, hein. Enfin aux US, il faut pas se mentir, c'est quand même la politique d'immigration maintenant, c'est vraiment ça. L'objectif, c'est de faire aussi travailler les Américains. Bon, alors Élise, parlons un peu de votre projet, enfin de vos projets maintenant, parce qu'il y a New York et Miami. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ces projets, comment vous générez vos revenus et pourquoi vous avez choisi ce business model particulier? Avec grand plaisir. Comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que je suis complètement tombée amoureuse de la ville de New York. Donc j'ai mis les pieds ici, donc il y a plus de 6 ans maintenant, donc en 2012. Et pour mon entreprise de départ, donc j'ai resté bosser 1 an avec eux. Je découvrais la ville, j'ai rencontré plein de gens, et surtout j'étais complètement inspirée par tous ces parcours d'entrepreneurs qui vivaient de leur passion. Et c'est vraiment la ville, moi, qui m'a poussée à entreprendre. Ça fait pas depuis que j'ai 10 ans que je me dis que je vais monter ma boîte, hein. C'est pas du tout ça. J'ai vraiment été inspirée par New York. J'avais très envie, en fait, d'emmener les gens hors des sentiers battus. Je me rendais compte que les touristes francophones parfois restaient un petit peu un peu cloisonnés dans les grands classiques, hein, qui sont intéressants à faire à New York, selon moi, hein, mais c'est vrai que dans un séjour de quelques jours, voire une semaine, je trouve ça dommage de pas s'éloigner un petit peu aussi de tous ces incontournables pour justement aller à la rencontre du vrai New York, des New-Yorkais, des quartiers des locaux, puisqu'en fait, moi, c'est comme ça que je visite les villes. Et je me suis dit que il n'y avait pas ce service à New York, c'était vraiment dommage, et qu'il fallait le monter. Donc j'ai commencé de manière très artisanale, enfin dans le sens où en fait, très honnêtement entre nous, moi j'ai commencé en me disant mais si je fais 3 visites par an, je vais être contente, quoi. C'est-à-dire que en réalité, je cherchais un autre job à côté, parce il faut bien vivre à New York, hein, il faut pas se mentir, il faut pas se le cacher. Et honnêtement, je pense pas du tout que ça allait faire, on allait construire quelque chose comme ce qui se passe aujourd'hui. J'ai quand même évidemment monté un vrai projet, puisque j'ai commencé par créer un site web pour présenter un petit peu mon idée des quartiers à découvrir. J'ai commencé à créer des visites de quartiers. J'ai commencé par la visite d'un quartier de Brooklyn que j'affectionne tout particulièrement, où je vis maintenant désormais, c'est Williamsburg.
C'est le premier quartier que j'ai commencé à faire découvrir. En parallèle, j'ai également passé ma licence de guide touristique à New York, puisqu'il faut être guide certifié pour guider les touristes. Hein, absolument, ça on le sait pas forcément. J'avais très envie d'être aussi reconnue dans ce nouveau métier qui était le mien, puisque c'est quand même une totale reconversion. Hein. Moi, j'ai fait une école de commerce à la base. J'étais plutôt dans le merchandising pour les marques de luxe, donc absolument rien à voir avec être guide touristique. Donc je pense que j'ai aussi eu j'ai été confrontée à une sorte de syndrome de l'imposteur en quelque sorte. Hein, D'ailleurs, on y reviendra après dans la question de l'appel à l'aventure. Et non, je ne voulais pas vous interrompre, mais j'adore que cette histoire, le concept du syndrome de l'imposteur, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'aimerais bien qu'on revienne, parce que c'est un point sur lequel on n'a pas encore beaucoup discuté ici dans le podcast. Mais par contre, allez, vous avez décelé un besoin, c'est ça qui est important. Vous avez commencé petit. Alors, quels sont les chiffres de votre société? Vous êtes combien dedans? Combien de visiteurs vous recevez? Alors, on est maintenant, j'ai monté à New York une équipe de guides francophones. On est maintenant au total, je travaille avec 7 guides francophones, alors toutes des femmes, je tiens à le préciser. J'adore travailler avec les femmes, j'adore les hommes, mais j'adore travailler entre femmes. Je trouve que c'est super. Et donc toutes des adorables jeunes femmes qui sont toutes expatriées ici depuis des années, qui sont toutes aussi folles de cette ville, parce que c'est important de partager cette passion, et qui sont toutes guides certifiés, c'est important. 7 guides, plus j'ai Claire avec moi, qui est indispensable, qui est mon bras droit ici, qui m'aide aussi au bureau pour répondre à toutes les demandes, construire les visites, gérer les plannings. Donc maintenant elle est avec moi, en full time. Et à Miami, on a une équipe de 2 guides, et notamment avec Héloïse, avec qui j'ai monté vraiment l'entreprise, l'aventure Miami Off-Road là-bas depuis 2017, et on a ouvert les premières visites en juin 2017. Donc Héloïse, qui est une perle aussi, avec qui je suis absolument ravie de travailler. Donc on est une petite dizaine, et puis gravitent autour de nous des freelances qui nous aident sur le graphisme, les réseaux sociaux, un peu de com, etc. Excellent. Donc oui, on est nombreuses maintenant, et on a accueilli en 2017 pas loin de 5000 personnes. C'est incroyable ces chiffres. Wow. quand je les lis. Et 5000 personnes, on a fait plus de 1200 visites. C'est vraiment génial, parce que c'est un projet qui s'est développé à la fois progressivement en 6 ans. Donc, je suis assez contente dans la progression. C'est toujours passionnant de voir un projet qui se développe, mais à notre rythme. C'est-à-dire que, on n'a pas perdu en qualité, ce qui est toujours un peu compliqué pour un service comme le nôtre, que toutes les guides soient homogènes, quelle que soit la guide. C'est vraiment moi, mon objectif et ma grosse contrainte, c'est vraiment d'arriver mon gros défi, c'est d'arriver à garder cette qualité de visite, que ce soit à Miami, à New York, que ce soit avec une guide ou l'autre, pour une première ou pour un premier ou un 10e séjour. Il faut qu'il y ait une qualité, que ce soit homogène pour le participant, qu'il ait passé un excellent moment. Oui, ce sont des visites de très grande qualité. Et c'est quoi votre visite préférée alors, à New York ou à Miami? C'est dur, parce que moi je les aime toutes, puisque je les ai toutes construites. Alors forcément. Mais si vous deviez en choisir qu'une. Ouais, si je devais en choisir qu'une, ok. Si je devais en choisir qu'une, et d'ailleurs ça a du sens que je choisisse celle-là, puisqu'on l'a créée à New York et qu'on a créé sa petite sœur à Miami. Donc je pense que je peux dire que c'est ma préférée. Allez. On a créé une visite qui va plus loin justement que la visite, et c'est ce que je suis vraiment en recherche de ça maintenant. C'est une vraie expérience unique qu'on propose aux touristes, et beaucoup aux expatriés aussi d'ailleurs. C'est-à-dire que moi, on est très fan de street art chez New York et Miami Off-Road. Tout ce qui est art urbain, on adore. On a la chance d'avoir des musées en plein air, aussi bien à Brooklyn qu'à Wynwood à Miami. On a créé une expérience de 2 heures qui allie à la fois 1 heure de visite d'inspiration, où la guide emmène effectivement les participants à la découverte des muraux les plus impressionnants de New York ou de Miami, explique évidemment les différentes techniques, l'histoire du quartier, l'histoire de l'art urbain dans le quartier. Donc là, les gens en prennent plein leurs yeux. C'est vraiment très instagrammable aussi comme visite. Là, c'est vraiment que les gens prennent plein de photos. Et ensuite, on va à la rencontre d'un artiste local, donc aussi bien à New York qu'à Miami. Un artiste de New York, et par exemple qui vient
de Long Island City, dont le métier est vraiment est street artiste, hein, et donc cet artiste va venir avec nous pour pouvoir former, en tout cas expliquer aux participants comment justement taguer sur une toile. Donc là, elle accroche sa petite toile, donc c'est un canevas hein, qu'on accroche dans un petit café, et elle sort les bombes de peinture, et c'est parti pour un cours de street art en live personnalisé. Donc là, on demande aux participants ce qu'ils souhaitent taguer. L'artiste les aide à faire le dessin. Donc c'est eux qui participent, c'est vraiment un travail d'équipe, donc ça plaît beaucoup. Ça sèche en 10 minutes hein, sur une toile en coton, c'est très rapide. Ouais. On roule la toile et les participants la récupèrent et la ramènent dans leur bagage direction l'Europe, hein, France, Belgique, Suisse, d'où ils viennent. Et en général, ça fait quand même un souvenir exceptionnel. Ils l'accrochent dans la chambre des enfants ou dans leur bureau. Je reçois des photos où ils l'ont encadré. Et on fait la même chose à Miami. Donc là, je peux parler de New York, mais Miami, on a créé la même expérience. Et je peux dire que c'est ma préférée. Allez, je le dis. Ah, c'est complètement génial et c'est Tribu Digital, retenez bien ça si vous allez visiter New York bientôt ou plus tard, et si vous voulez ramener un petit morceau de New York auquel vous aurez vous-même participé, voilà une visite à faire. Allez, gardons ça à l'esprit. Nous allons maintenant explorer le parcours entrepreneurial d'Elise, son aventure en tant qu'entrepreneur, le voyage qui l'a amené là où elle est aujourd'hui. Alors Elise, commençons par cette question. On l'a un peu anticipé, nous l'appelons l'appel à l'aventure. Vous nous avez parlé du syndrome de l'imposteur, j'espère que vous allez nous parler de ça un peu plus, mais j'ai envie de vous demander ici, quand avez-vous su au fond de vous que vous vouliez devenir entrepreneur, que vous vouliez vous lancer à votre propre compte, et si vous ne vous êtes pas lancé tout de suite, qu'est-ce qui vous a retenu ? Alors, je dirais que ma sortie d'école de commerce, ma première expérience a été dans une start-up que j'adore, qui s'est montée à Paris il y a une bonne dizaine d'années maintenant. C'était mon premier job sorti d'école. Et j'étais vraiment très très proche des deux associés hein, donc qui ont entrepris cette aventure de leur côté. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'a donné envie d'entreprendre. Au fond de moi, je me suis dit mais c'est vraiment incroyable ce qu'ils font. Ça donnait vraiment très envie. C'est une startup qui s'est développée et très 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 bien depuis et toujours d'ailleurs. J'ai toujours de très bonnes relations avec eux. Donc je pense que ça, allié avec mon départ et mon installation à New York, donc il y a plus de 6 ans, a fait que là j'ai eu envie de sauter le pas. New York, c'est une ville qui est très dynamique, qui a une ébullition entrepreneuriale incroyable. Tous les gens autour de nous, de moi, quand je les rencontre. Ce qui est impressionnant en fait à New York, ce qui est sympa, c'est que quand on rencontre les gens, on a toujours la première question, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie, comme partout, hein, après tout, pour découvrir les gens. Et il y a plein de gens qui ont un job plus ou moins alimentaire. Voilà, qui les fait vivre, il faut pas se mentir, c'est cher de vivre à New York. Et puis ils ont toujours un deuxième, voire un troisième job de cœur, une entreprise, voire plusieurs entreprises. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup surprise quand je suis arrivée à New York. Les gens, vous racontaient avec 3-4 activités à la fois. J'ai trouvé ça hyper impressionnant. J'étais moins impressionnée. J'avais qu'un job, mais bon, ça m'occupait bien déjà. Et je trouvais ça assez sympa. Et ça m'a beaucoup inspirée. Donc voilà, j'ai sauté le pas 1 an plus tard. J'étais installée depuis 1 an à New York. Je me suis dit c'est maintenant ou jamais. J'avais la chance de pouvoir travailler justement dans ce pays de manière légale. Hein. Donc du coup, je savais que je pouvais créer l'entreprise. Donc j'ai tout arrêté en me disant voilà, c'est le moment, j'essaye et puis on verra si j'y arrive. Parce qu'à New York, il y a aussi un retour très positif de l'entrepreneuriat dans le sens où ça choque personne de rater une entreprise, de se planter en fait. Ça choque personne de monter une entreprise et de pas y arriver. Les gens qui ont une entreprise qui cartonne à New York aujourd'hui, partout aux US, quand tu commences à parler avec eux, tu te rends compte que c'est pas la première boîte qu'ils ont montée, hein, que c'est parfois la 4, 5e, 6e entreprise, 6e projet entrepreneurial qui monte, qui marche. Donc ça choque personne de dire je me lance à mon compte et puis voilà, on verra bien ce qui va se passer. Et à New York, quand j'ai commencé à dire que je montais quand je montais un projet, les gens étaient très enthousiastes. C'était très, très agréable. Et donc, je me suis dit, c'est parti, il faut que je saute le pas, allons-y, on verra bien ce qui va se passer. Et puis, au pire, si ça marche pas, c'est pas grave. Oui, et justement, vous parliez de cette culture américaine où l'échec est pas vu nécessairement comme quelque chose de négatif, même si c'est toujours dur d'avoir un échec. On prend ses leçons. Et alors ici, Elise, peut-être que c'est le bon moment alors
pour vous poser comme question la question de votre pire moment en tant qu'entrepreneur. Est-ce que vous pouvez peut-être nous emmener dans un de ces moments? Donc, vous vous êtes lancé, vous avez quitté votre job, vous avez créé cette entreprise, vous avez commencé petit, vous êtes développé. Est-ce que vous pouvez nous emmener ici dans un de ces moments durs, nous le raconter, nous expliquer comment vous êtes relevé? Mais c'est vrai que j'ai pas eu de moment vraiment où je me suis dit je vais tout arrêter. Donc je pense que je suis très chanceuse dans ce sens-là, où à aucun moment je me suis dit je vais tout laisser tomber. Ça y est, j'arrête, j'en ai marre. J'ai cette chance d'avoir monté un projet et je dis pas que j'ai jamais douté, évidemment qu'on doute constamment, mais j'ai vraiment pas eu de moment horrible où je me suis dit j'arrête tout, c'est terminé, c'est trop dur, ça marchera pas. J'ai eu de la chance de assez rapidement générer aussi de quoi me payer un petit peu, parce que c'est vrai que c'est un business qui est assez rémunérateur très rapidement, dans le sens où j'ai pas eu de gros investissements de départ, et dès lors que j'ai commencé à faire des visites, à en faire, et ben effectivement les visites, les gens payaient pour ces visites que moi je faisais, parce qu'à la base j'étais quand même évidemment toute seule, j'étais la seule guide, donc dès lors que je faisais des visites, je gagnais de l'argent. Donc c'est assez intéressant ce côté-là de mon business, puisqu'à la base j'ai dû juste développer un site web et puis ensuite me faire connaître. Peut-être que un des pires moments, alors c'est assez récent et c'est très lié à mon histoire personnelle et en tant que femme. Alors je sais pas, c'est un peu perso, mais c'est vrai que je vous disais justement que je venais d'avoir mon premier enfant. Et c'est vrai que jusqu'à présent, mon enfant était clairement mon entreprise, et j'en avais même deux, puisque j'avais New York et j'avais Miami, mais vraiment, c'était ça prend au trip de lancer une boîte, c'est presque c'est vraiment un bébé, et j'en parlais comme mon bébé, et d'avoir un vrai bébé qui arrive, qui évidemment prend beaucoup de place, et puis toute la place, c'est-à-dire que avant d'avoir un enfant, moi, mon objectif c'était ma carrière, quoi. C'était mes deux bébés qui sont New York Off-Road et Miami Off-Road. Et quand lui est arrivé et que j'ai dû arriver à trouver un équilibre entre les deux, entre ce bébé que j'aime plus que tout, et qu'aujourd'hui ma priorité numéro 1 avant toute chose, ça a complètement changé mes priorités, cette nouvelle vie. Et à la fois mon aventure entrepreneuriale que j'adore et qui me comble aussi de manière professionnelle, sans quoi je pourrais pas aussi être aussi heureuse aujourd'hui. Et ça, je trouve ça hyper dur. Alors c'est très fatelier que je sois une femme, mais c'est vrai que je trouve ça hyper dur d'arriver à allier les deux. Et j'ai pas vraiment eu de congé mat. J'ai bossé jusqu'à la veille de mon accouchement en bonne américaine. Au bout de 4-5 semaines, je commençais déjà, ça me titillait, j'avais envie de retourner bosser, pas parce que je m'ennuyais, mais parce que je sentais que j'avais besoin de retourner travailler. Parce que mine de rien, quand on est pilote et moteur d'une entreprise, on peut pas vraiment s'arrêter. Il faut toujours être là pour motiver les équipes, il faut être là pour montrer justement qu'on est là parce que c'est important, et pour être toujours à la page. Et en fait, j'ai trouvé ça un peu dur de pas me dire je peux m'arrêter là 3 mois pour m'occuper de mon bébé et oublier le reste à côté. Ça, j'ai pas réussi à le faire. C'est difficile, et du coup, c'est très culpabilisant en fait de se dire qu'on n'arrive pas à faire l'un sans l'autre, et qu'on n'arrive pas tout d'un coup à se focaliser sur l'un et pas l'autre. Et ça, c'était un petit peu dur. Là, à un moment, je me suis dit c'est vraiment dur d'être entrepreneur à ce moment-là. C'est très lié à ma vie perso, effectivement, mais j'ai trouvé ça un peu dur. Alors, je me suis pas dit que j'allais tout arrêter, évidemment, mais c'était pas facile à gérer. Et c'était un des pires moments, voilà. Oui, justement, et c'est clairement un moment qui est pas facile, puisque vous avez cet heureux événement et vous êtes aussi à votre propre compte. Vous devez tout gérer vous-même. Il n'y a pas les structures qui sont nécessairement là pour vous permettre de passer confortablement, entre guillemets, dans cet événement. Mais vous avez quand même trouvé une forme d'équilibre. Votre business s'est pas arrêté et vous venez d'avoir un nouveau petit garçon. Ça veut dire que vous gérez quand même cet équilibre. Alors, comment vous faites? Est-ce que vous avez des techniques, une petite technique à partager? Technique, je sais pas. Là, finalement, maintenant, ça y est, c'est bon. J'ai repris vraiment le travail à plein temps, et j'arrive à faire la part des choses. Et je dirais que je pense que c'est un travail sur moi-même. Je me suis vraiment dit,
il faut arrêter de culpabiliser quand tu es en train de travailler de pas être avec ton bébé, et vice versa quand tu es avec ton bébé de te dire j'ai du travail et je suis pas en train de faire ça. Donc maintenant j'essaie de me dire voilà, de telle heure à telle heure je suis en train de travailler, et puis je pense pas à mon bébé, ou très peu. Je reçois quelques photos et je suis très contente de faire une pause de 1 minute. Mais voilà, il faut se dire, il faut pas culpabiliser parce que en fait ça n'apporte rien. Culpabiliser, ça c'est complètement improductif. Donc j'essaie d'être productive maintenant quand je suis au travail, et quand je suis avec mon bébé, je suis pleinement avec mon bébé et je regarde pas mon téléphone, je regarde pas mes mails, je réponds pas aux appels, je réponds pas aux textos, je mets mon téléphone très loin, très très loin, et voilà, et je suis pleinement avec mon enfant, et je profite de ces moments, et ça m'a aidé de me dire ok, stop, ça sert à rien de culpabiliser, et maintenant chaque moment est pour l'un ou pour l'autre, et puis voilà quoi. Et puis j'ai de la chance d'être soutenue aussi, mon mari m'aide beaucoup, on partage beaucoup les tâches, hein, donc c'est vrai qu'il comprend, lui, hein, il comprend beaucoup que moi je suis dans une entreprise, je suis entrepreneur, donc il me faut aussi plus de flexibilité, lui est salarié, et voilà, donc on arrive à bien se compléter. Donc je dirais que je sais pas si je suis à même de donner des bons conseils, mais ce sont des super conseils. C'est vrai. Ce sont des super conseils. Il faut garder ça à l'esprit, c'est important d'être dans le moment et là vous l'avez bien illustré, c'est aussi important d'avoir une bonne structure de soutien dans sa famille. Mais merci beaucoup pour ces conseils, Élise, et ici j'ai envie de vous demander, à l'inverse peut-être d'un moment dur, est-ce que vous avez peut-être eu un moment d'illumination, peut-être une idée géniale, quelque chose qui a aidé votre business à aller de l'avant, ou a peut-être fait tourner les choses en votre faveur? Est-ce que vous pouvez nous raconter ça? Bien sûr. En fait, ce qui a vraiment fait évoluer mon business, et je suis encore en cette période charnière là, hein, puisque donc ça fait plus de 5 ans qu'on existe. J'ai essayé beaucoup de faire tout toute seule. J'ai l'impression que c'était ça l'entrepreneuriat, c'était de faire tout seul, c'était d'apprendre à aussi bien faire de la compta, de la gestion d'équipe, que de faire de la com, du marketing, etc., du recrutement. Et en fait, ce moment d'illumination, c'est peut-être un peu naïf, mais je me suis dit, mais non, il y a un moment, je me dis, je peux plus y arriver, quoi. Je peux plus tout faire toute seule. Et même si je me paierai un peu moins, et même s'il va falloir que j'aille un peu plus sur mes réserves financières, il faut un moment que je fasse appel à des experts et à des gens qui savent le faire, parce que les RH, c'est un métier, parce que la compta, c'est un vrai métier, parce que faire appel à un avocat, oui, c'est complètement utile et même indispensable assez rapidement. Et en fait, ça fait quelques années que je me dis, oui, c'est bien d'être artisan, mais artisan, entrepreneur, c'est pas forcément être artisan, c'est savoir s'entourer, c'est savoir trouver les bonnes personnes. C'est plutôt être un pilote, quoi, c'est-à-dire être moteur, être coordinateur, et savoir encourager les équipes, et voilà, faire le lien, en fait. Et générer du contact, mais au début j'avais un peu du mal à déléguer, en fait. Je suis très contrôle fric, c'est un gros défaut. J'adore faire tout toute seule, même avant d'entreprendre, j'avais vraiment du mal à déléguer. Et en fait, le fait d'apprendre à déléguer et de dire ok, maintenant je vais donner cette tâche-là à cette personne-là parce que elle est meilleure que moi, et en plus moi j'ai plus le temps de tout faire. Et ben ça a illuminé mon quotidien, et ça va beaucoup mieux depuis. Alors ça fait déjà plusieurs années que je délègue de manière comme ça, exponentielle, de plus en plus de tâches. Et là ça fait vraiment 2 ans où voilà, je me dis que il faut faire confiance à des gens, il faut aller plus loin, et ça me permet aussi évidemment, hein, de grossir, puisque ça me permet de moi faire des tâches qui sont plus qui sont des tâches où moi j'ai de la valeur ajoutée. Donc voilà. Donc je dirais que c'est ça un peu mon illumination, c'est d'arrêter d'être contrôle fric et de déléguer beaucoup plus. Non, c'est super. Et Tribu Digital, en tant qu'entrepreneur, vous allez vous rendre compte, vous n'avez pas de ressources illimitées. Et à un moment, il faut pouvoir bien s'entourer, que ce soit de son équipe ou d'un avocat, de professionnels en dehors. Pouvoir déléguer et faire confiance, c'est très important. Merci pour ça, Élise. Alors, si vous pouviez résumer là où les leçons clés que vous avez retirées de votre expérience en tant qu'entrepreneur, quelles seraient-elles? Je veux dire, en quelques mots, que pensez-vous que la Tribu Digital doit retenir comme leçon de votre expérience? Alors, de mon expérience personnelle, c'est vraiment moi une passion. J'ai l'impression que tout parcours d'entrepreneur peut se résumer à ça. Mais si on n'est pas amoureux de son produit, son service,
en tout cas, si on n'a pas une motivation quelconque dans ce qu'on est en train de monter, je pense que ça sert à rien d'y aller. Hein. Si on est attiré que par l'aspect pécunier, je pense que rapport aux heures passées dans ces projets, c'est en tout cas pour ma part, hein, c'est pas du tout rentable, hein, clairement. Mais l'entreprise, l'entrepreneur n'a pas pris parce que de pouvoir vivre de sa passion, moi c'est déjà c'est une réussite qui n'a pas de prix, c'est-à-dire que tous les matins se lever, se dire qu'on a créé un service que les gens adorent, ou que j'arrive à faire vivre des gens autour de moi de par ce service, c'est vrai que je trouve que c'est incroyable. Donc je dirais que la passion, c'est quand même quelque chose de primordial. Et puis il faut pas douter, il faut y aller. Il faut avoir confiance en soi. C'est pas facile et ça revient au syndrome de l'imposteur qu'on a évoqué tout à l'heure. Surtout comme moi, je me suis vraiment reconvertie, c'est pas du tout quelque chose que je savais faire à la base. Donc on doute beaucoup, mais avec de la motivation et en mettant du cœur et en apprenant ce nouveau métier, il faut pas douter de soi et il faut y aller. Et en étant motivé et en doutant pas de soi, on peut faire plein de choses. Oui, c'est vraiment important, Tribu Digital, de ne jamais oublier le pourquoi vous êtes lancé. Et souvent, on va mettre son attention en fonction de l'état de son entreprise, de là où on est à un certain moment. Et on peut oublier parfois ce pourquoi. Et surtout, effectivement, si en plus de ça, on met une couche de doute, ce fameux syndrome de l'imposteur, c'est ce manque de confiance où on pense mais qui on est pour faire ça? Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Écoutez ces conseils d'Élise, merci. Et d'ailleurs, Élise, on est arrivé à la partie des questions flash. Alors ici, je vous pose une série de questions en rafale et vous me répondez en allant à l'essentiel. Alors, est-ce que vous êtes prête? Oui, je suis prête. Allez, on y va alors. Quelle est votre définition du succès? Pour moi, le succès, c'est trouver son équilibre entre un projet qui nous tient à cœur et sa vie personnelle, tout simplement. À quoi ressemble votre journée type? Est-ce que vous avez peut-être une routine que vous pratiquez chaque jour qui vous aide dans votre quotidien? Non. Avant d'avoir un enfant, oui. Maintenant plus, non. Non, pas de routine, même si ma journée type est un mix entre gérer mon équipe, répondre aux questions de mon équipe et toujours être à l'écoute et au courant des dernières tendances à New York. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment ma journée type, c'est vraiment sur les deux tableaux, être toujours aux avant-gardes, tester des nouvelles choses et à la fois pouvoir aussi gérer tout ce qui se passe à New York et à Miami. Si vous deviez recommander un livre, quel serait-il et pourquoi? Alors, en ce moment, je suis complètement fan d'un nouveau guide qui vient de sortir sur New York. Alors, évidemment, je lis beaucoup de choses sur New York et Miami, vous vous doutez bien, de par mon job et ma passion pour ces deux villes. Mais en ce moment, c'est un nouveau livre que j'adore. C'est un guide touristique, mais très, très original, qui en fait propose aux gens de partir à New York et d'aller visiter la ville sur les pas de leur héros préférés ou de leurs films, séries télé, romans, BD favoris. C'est-à-dire qu'on a tous vu New York aujourd'hui par des références pop, aussi bien au cinéma, aussi bien à la télé que dans les romans ou dans les comics. Et c'est un guide que j'adore qui s'appelle le guide des 1000 lieux cultes liés à la télé, aux films et aux romans. Et quartier par quartier ou par film nous propose de découvrir New York avec des arrêts comme ça sur typiquement si on est fan de la série Friends que tout le monde connaît, d'aller voir l'immeuble de Friends, de pouvoir aller voir la caserne du film Ghostbusters, d'aller voir l'affiche mythique de Once Upon in America qu'on voit à Dumbo avec le pont de Manhattan et l'Empire State Building derrière. Et je trouve que c'est une façon hyper originale de découvrir New York. Et c'est vrai que comme nous, on est dans cette recherche toujours d'originalité, de point de vue, j'adore ce guide. C'est le guide indispensable pour venir à New York en ce moment. Je viens de le noter dans ma liste de to-do personnel, en plus de votre site. Je tiens à le préciser, merci pour ça. Alors, quels outils ou applications productivité ou autres, technologiques ou pas, utilisez-vous régulièrement?
Alors au-delà de toute la suite Google, hein, tout le monde utilise évidemment Google Mail, Calendar, etc., Drive. Moi, je suis très très fan de Slack. Je sais pas si vous connaissez Slack, qui est. Tout à fait. J'ai pas l'impression que ce soit encore très connu en Europe. Alors peut-être que je me trompe, mais à chaque fois que j'en parle à des amis européens, ils connaissent pas. Ici, tout le monde utilise ça. Ça commence à venir, d'accord. Ouais. Slack, c'est une messagerie instantanée qui permet de communiquer avec toute son équipe, de partager des fichiers et des messages privés, ou alors par channels, donc par groupe en fait. Hein. On peut très bien avoir des groupes pour, je sais pas, team. Moi j'ai team digital, ma team des guides, j'ai des canaux par visite. Et en fait, ça nous permet, et c'est vrai que moi maintenant qu'on est quand même une équipe de plus de 10 personnes, de pouvoir communiquer ensemble et de toujours s'envoyer des infos sur les quartiers. Puisqu'aujourd'hui, même si moi je suis très au courant de ce qui se passe au quotidien, les nouveautés à New York, toute mon équipe de guides est à New York quotidiennement, puisqu'elles arpentent la ville de long en large. Et donc elle voit un nouveau commerce qui s'est ouvert, un building qui est en train de se construire, et ça nous permet de communiquer comme ça toutes ensemble et de rebondir, de s'envoyer des infos. Moi, je peux plus vivre sans Slack. Voilà. Slack, c'est bien noté. Alors, en dehors de New York et Miami, qu'est-ce qui vous inspire ou vous passionne en ce moment? Quels sont les domaines qui vous paraissent prometteurs? Eh ben, je vais vous dire, hein, on a un petit peu discuté en off, mais les podcasts. Et oui, j'ai envie de le dire, c'est pas pour vous faire plaisir, François, mais non, mais c'est vrai, j'écoute plus de musique, j'écoute que des podcasts. Des podcasts de tout, les histoires d'entrepreneurs me passionnent. C'est comme ça que j'ai découvert votre podcast, mais aussi bien des podcasts avec des histoires un peu de vie quotidienne, des anecdotes, sans parler des replays que j'écoute sur tout ce qui est news en fait, en français ou en anglais. Je trouve que c'est une super manière de s'informer, de s'inspirer, et en plus on peut le faire partout. On peut le faire chez nous, on peut le faire dans les trajets, en voiture. On peut le faire en allant chercher un café. Je suis très très fan de ça. J'ai l'impression que c'est vraiment la nouvelle manière de s'informer. Je suis très fan de podcasts. Ça m'inspire pas mal en ce moment. Oui, et vous savez quoi? Je suis complètement d'accord avec vous. Allez. L'inverse m'étonnerait. Alors, la dernière question, Élise, c'est la question Back in Time. C'est ma préférée. Alors, Élise, imaginons que vous ayez l'opportunité de remonter le temps et vous vous retrouvez face à votre vous de 18 ans. Vous n'avez que 5 minutes avant que le portail temporel ne vous ramène au présent. Avec l'expérience que vous avez maintenant, que vous diriez-vous? D'un point de vue pratique, que feriez-vous différemment? Ou quel plan ou conseil précis vous donneriez-vous pour réussir plus efficacement et qui n'implique pas d'acheter des billets de loto, des paris sportifs ou d'investir en bourse? Ça serait trop facile. Bien sûr, ce serait trop facile. Ce que je me dirais, ce que j'ai appris avec l'expérience, c'est de faire confiance à son premier ressenti. Je parle vraiment en termes professionnels, quand on rencontre des nouveaux partenaires, quand on est face à des gens. Je rencontre énormément de personnes avec qui je travaille ou que je vais collaborer. Et en fait, j'ai vraiment l'impression maintenant de savoir comment ça va se passer, si la relation est bien se passer, mais au bout d'une heure de discussion avec quelqu'un. Et ça, quand j'avais 18 ans, je le savais pas. Et je pense que du coup, on fait des petites erreurs, on fait confiance à des gens, et on fait pas confiance en fait à notre ressenti, je sais pas, à nos guts. je peux pas le traduire en français. Au trip. Au trip, voilà. Oui, c'est ça. Non, mais je pensais plus un mot un peu plus voilà. Propre. Mais voilà, au trip. Donc faire confiance à ses tripes, c'est vrai. Et moi, j'ai l'impression que je me trompe pas très souvent maintenant. Quand je rencontre quelqu'un, très rapidement, je me dis, oui, ça c'est un bon contact, ou non, ça c'est un charlatan. Et je savais pas le faire quand il y a 15 ans, quoi. Et je trouve que il faut faire confiance. C'est ce que je me dirais. Fais confiance à ton premier ressenti. Oui, Tribu Digital, c'est pas la première fois qu'on le dit ici, c'est important, on a ce petit compas à l'intérieur, cette intuition, ces tripes, ces guts, il faut les écouter, faire confiance, parce que c'est parfois ça qui va faire la différence. Si vous avez cette voix et que vous commencez à douter,
C'est là où on peut se retomber dans le syndrome de l'imposteur. Donc, écoutez votre intuition, écoutez vos guts. Merci beaucoup pour ça, Élise. Et on est arrivé à la fin de l'épisode. Alors, encore merci du fond du cœur d'avoir partagé toutes ces informations avec nous. Et Tribu Digital, j'espère que vous avez bien pris note. Je sais qu'il y en a parmi vous qui hésitent encore à se lancer. Et j'espère que l'aventure d'Élise vous inspirera à faire le grand saut. Alors Élise, pour le mot de la fin, que direz-vous à nos auditeurs de la Tribu Digital qui hésitent encore à se lancer en tant qu'entrepreneur ou entrepreneur ou qui se sentent bloqués? Si vous aviez un seul conseil à leur donner, quel serait-il? Ça rejoint un peu tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. Je pense qu'il faut... si on a une passion et si on croit fort en un projet, il faut pas hésiter à se lancer, mais il faut pas hésiter à en discuter autour de vous, parce que j'entends beaucoup d'entrepreneurs qui me disent non mais je vais pas te parler de mon projet parce que en gros j'ai peur qu'on me le vole, j'ai peur qu'on me vole mon idée. Non, ça c'est personne va voler des idées, ça n'arrive pas vraiment. Il faut en parler autour de soi. Il faut voir si ça fait du sens, si les gens vous voient dans ce projet. Moi, j'en ai beaucoup parlé au début et on m'a dit, vas-y, c'est fait pour toi, cette histoire, cette aventure. Donc, j'ai envie de dire, il faut croire en son projet et pas hésiter à partager avec les gens, des gens qui sont bienveillants, en revanche, des gens qu'on connaît. Tout est dit, Élise. Vraiment, merci du fond du cœur encore une fois. Ce fut vraiment un plaisir, en tout cas un honneur pour moi de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Alors, avant de nous quitter... Plaisir partagé, merci mille fois. Écoutez, dites-nous peut-être juste comment rester en contact avec vous sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et si vous avez une annonce à faire, la Tribu Digital vous écoute. Mais merci mille fois et on peut rester en contact avec grand plaisir. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, New York Offroad et Miami Offroad. Bien sûr, on est sur Facebook, on est sur Instagram, Twitter et on a évidemment des sites internet du même nom, newyorkoffroad.com et miamioffroad.com. Et on a tous nos contacts sur nos sites. Mais si vous voulez m'envoyer un email, suite à ce podcast et en perso, je peux vous donner mon email avec grand plaisir. C'est mon prénom, Élise, @newyorkoffroad.com. Voilà. Et puis j'avais envie aussi de vous remercier et de remercier les gens qui nous auraient écoutés jusqu'à la fin de l'épisode, m'écouter raconter mon aventure entrepreneuriale. Si les auditeurs sont de passage à Miami, à New York, avec grand plaisir pour évidemment les accueillir dans nos visites. Et puis j'avais envie de faire un petit cadeau aussi en offrant aussi une petite promotion à vos auditeurs, François, avec un code promo qu'on vient de créer. Donc en tapant Révolution Digitale lors de la réservation, vous allez pouvoir bénéficier d'une promotion. Et puis de toute façon, j'imagine qu'ils retrouveront tout ça sur votre site. Exactement. Et Tribu Digital, si vous êtes resté avec nous jusque maintenant, eh bien voilà, vous êtes récompensés. Voilà, merci beaucoup Élise. Tribu Digital. Avec grand plaisir. Plaisir était partagé. Tribu Digital, vous venez d'entendre Élise Goujon partager avec vous son expérience et ses conseils. C'est à vous de jouer maintenant. Rejoignez-nous sur revolutiondigital.fr et tapez Élise dans la barre de recherche. Vous aurez accès à sa page dédiée avec toutes les informations et les références dont nous avons parlé aujourd'hui. Et bien sûr, n'oubliez pas de visiter la page d'Élise sur newyorkoffroad.com ou miamioffroad.com et de la suivre sur ses réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Et vous pouvez même lui écrire par email. On remettra tout ça sur la page de notes, le compte-rendu de l'épisode. Élise, merci beaucoup d'avoir partagé votre aventure avec la Tribu Digital. Je vous dis au revoir et vous retrouve en backstage. Au revoir, merci. Hey Tribu Digital, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé notre entrevue avec Élise. Venez continuer la discussion avec nous sur Twitter, Instagram, @RevoDigital et Facebook /Révolution Digitale. On vous y attend. N'oubliez pas non plus d'ajouter le podcast à votre liste Apple Podcast ou abonnez-vous directement sur notre site web pour être notifié des prochains épisodes. Vous êtes la Tribu Digital. Et souvenez-vous, tout semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Thank you for listening to our guest stories this week. Merci et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour encore plus de conseils qui vous aident à réussir. We hope you're inspired and ready to move forward with your entrepreneurial dream. À bientôt pour un prochain épisode de Révolution Digitale. Stay inspired!